Alors Jean-Charles Bocquet, j'aimerais avoir votre sentiment, vous, sur les OGM. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité pour le monde agricole? Et puis pour la société civile, pour les gens, pour les consommateurs en général? Alors, Tech2Lay, je pense qu'il faut distinguer les aspects techniques des aspects communication, émotion. Il a été démontré aujourd'hui au niveau international, hors Europe, que les OGM à utilisation agricole présentent de nombreux bénéfices pour les agriculteurs et donc aussi pour les consommateurs, puisque les agriculteurs américains, les agriculteurs brésiliens qui utilisent aujourd'hui des variétés OGM peuvent produire avec des coûts de compétitivité tout à fait intéressants et donc sont compétitifs sur le marché international. Donc il y a un intérêt pour l'agriculteur et donc pour ces pays concernés. D'accord, alors moi je vais parler au niveau environnemental et au niveau du consommateur. Au niveau environnemental, est-ce qu'il n'y a pas un risque de prendre une partie de l'ADN d'une espèce pour mettre cet ADN dans une autre espèce et donc en fait violer la nature? Violer la nature est un terme qui, à mes yeux, est trop fort. Depuis que l'homme a arrêté d'être nomade et qu'il est devenu sédentaire pour s'installer dans des villages, dans des villes aujourd'hui, il a essayé de domestiquer la nature. Et donc en fait, on a créé des variétés de tout temps. On a sélectionné le blé. Alors c'était des méthodes de sélection naturelle. L'observation, on sélectionnait les meilleures variétés, on les croisait entre elles. Ça prenait des années. Ça prenait des années pour arriver à avoir des variétés productives avec des qualités nutritionnelles intéressantes. Aujourd'hui, grâce à la connaissance scientifique, grâce aux biotechnologies, on est capable d'accélérer et de raccourcir ces processus de manière très ciblée, en sachant ce que l'on fait. Donc en effet, on peut, par des transferts de gènes, d'une plante donnée dans une autre plante, donc dans une autre espèce, introduire le caractère agronomique, tolérance à la sécheresse, production de certains acides aminés pour améliorer la qualité de la récolte, donc pour vraiment faire du travail orienté, ciblé et plus à l'aveugle comme on le faisait hier. Donc c'est réellement un progrès. De plus, tous ces processus sont évalués par les autorités chargées de l'évaluation avant de délivrer d'éventuelles autorisations, donc de mise en marché de ces nouvelles variétés. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, par la dissémination du pollen, etc., que la nature devienne folle? Voilà. Les risques à mes yeux, il n'y a pas aujourd'hui de risque que la nature devienne folle. La nature, par définition, c'est en permanence des interactions entre des plantes, entre des organismes vivants, entre des animaux, des petits, des gros animaux. Donc il y a en permanence des adaptations, des équilibres. On sait que si vous mettez des centaines, des milliers d'hectares d'une même culture dans une région donnée, eh bien vous allez subir des attaques d'insectes ou de maladies. Donc là, sur les parties OGM, c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas des OGM partout. Ça sera au cas par cas. Parfois, ce sera l'utilisation d'un maïs résistant donc à la pyrale du maïs, donc il y aura en effet moins d'insecticides. Parfois, on mettra donc des variétés traditionnelles qui nécessiteront des insecticides. C'est du cas par cas, et ce risque d'emballement de la nature, il est étudié, il est contrôlé par les autorités chargées des évaluations, il est bien entendu également suivi par les acteurs donc de la filière agricole qui mettent ces produits en marché dans les pays où cela est possible. Il y a plus d'1 milliard d'hectares qui a été cultivé depuis que les OGM sont autorisés dans le monde, dans certaines parties du monde. Oui, mais justement, ce que l'on peut craindre, c'est une certaine uniformisation des espèces, des variétés, parce qu'on sait très bien qu'à l'intérieur d'une même région agricole, même d'un même département, on est soumis au même parasitisme. Par exemple, ici la septoriose, ailleurs la fusariose, parce qu'on est dans une région un peu plus arrosée au moment de l'épiaison du blé. Il y a quand même un risque d'utiliser massivement et d'uniformiser les variétés à l'échelle d'une petite région ou d'une région agricole. Alors, je pense qu'aujourd'hui, depuis le Grenelle de l'environnement, les travaux éco-phyto vont en fait à l'inverse de ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on reparle de plus en plus d'agronomie, de rotation. Ces raisonnements de rotation, aujourd'hui on commence à les discuter non plus à l'échelon d'une exploitation agricole, mais à l'échelon d'un territoire. Donc on parle de maillage de territoire, on parle aussi de remise en plantation de haies
de bords de cours d'eau non traités. Oui. Donc on va, je pense, aujourd'hui mailler le territoire de cultures différentes, donc d'espèces différentes, et ce risque, pour moi, il est vraiment infime, voire nul. D'accord. Alors, un autre risque pour les évoquer par les consommateurs, c'est les allergies. En disant les OGM sont générateurs d'allergies. Qu'est-ce que vous répondez? Les allergies éventuelles sont aussi étudiées dans les processus d'évaluation avant autorisation. Donc si un OGM était réellement allergique, il ne serait pas autorisé. Alors l'allergie qui est en effet quelque chose d'assez emblématique. Chaque année au printemps, vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont allergiques au pollen des cyprès, au pollen de certaines rosacées dans la nature. Donc l'allergie, il faut la prendre en compte, il faut l'étudier. Et si un OGM se révélait réellement allergique, je suis convaincu qu'il ne serait pas autorisé. Alors tout à l'heure, vous parliez des bienfaits des OGM aux États-Unis, etc. On entend aussi beaucoup parler aux États-Unis de phénomènes de résistance des OGM aux herbicides et en particulier au Roundup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il est évident que si une molécule est utilisée en permanence sur des très nombreux hectares, donc sur de grandes surfaces, le risque d'apparition de résistance est possible. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas imaginer à un seul instant que tout soit demain OGM, voilà, avec le même OGM résistant au même herbicide. Oui, ce serait une erreur. Il y a d'autres solutions en cours de développement, de manière à combiner les différents modes d'action pour éviter ces problèmes de résistance. Donc les sociétés impliquées ont tout à fait conscience de ce phénomène, et donc elles anticipent au maximum ces éléments-là en prenant en compte des nouveaux programmes de recherche pour trouver des nouvelles solutions qui seront OGM ou pas OGM d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas opposer les différentes technologies. L'agriculture de demain, ça va être une agriculture durable qui devra combiner la chimie, la nature, la sélection classique, la sélection utilisant les biotechnologies, la mécanique. Ce sera multi-outils, quoi. On aura une... Tout à fait. D'accord. C'est vraiment le produire plus et mieux qui doit guider l'ensemble des Et pour vous, en refusant les OGM, on se prive d'un outil dans la mallette. Alors, en refusant les OGM, il est évident qu'on se prive d'un outil qui a fait ses preuves dans de très nombreuses régions du monde. Je pense qu'on arrive maintenant à un stade où on ne sera plus capable de rattraper le retard que nous accumulons avec l'interdiction de cultiver des OGM en France et dans beaucoup de pays européens. Alors, il faudrait que nos politiques, nos concitoyens, en fait, en prennent bien conscience. Je pense qu'il est encore temps de récupérer la situation, mais nous sommes convaincus que le point de non-retour n'est pas loin. On voit beaucoup de chercheurs aujourd'hui quitter la France, quitter l'Europe. Alors pour finir là, sur les OGM, la crainte pour le monde agricole, c'est d'être pieds et mains liés avec les multinationales et de faire un trait sur la semence fermière. Je crois qu'aujourd'hui, un agriculteur qui ne gagnerait pas sa vie ou estimerait que sa rentabilité ne serait pas suffisante avec des semences certifiées, donc irait pour certaines productions à faire des semences fermières, ça se fait en France sur certaines cultures, avec aussi des aspects liés à la réapparition de certaines maladies aujourd'hui sur céréales qui avaient disparu. Donc est-ce que c'est lié aux semences fermières ou à une moindre protection fongicide, donc c'est à investiguer. Vous parlez de quoi, des rouilles, par exemple? Des rouilles, l'ergot du cerf. L'ergot, d'accord. D'accord. La carie du blé. Ce sont des problèmes qui réapparaissent aujourd'hui. Oui. Donc je pense qu'il est important de donner aux agriculteurs un choix d'outils. C'est ce qui est fait aujourd'hui, et même avec des semences certifiées, parce que vous avez une large palette de semences certifiées. Sur des cultures comme le maïs était une culture hybride. Aujourd'hui, les agriculteurs achètent des maïs hybrides et il n'y a plus d'agriculteurs, à ma connaissance, qui font des maïs de population qui sont beaucoup moins rentables et faciles à cultiver qu'un maïs hybride. D'accord.